Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur Le Média pour Le Récap, votre rendez-vous quotidien d'actualité. Du lundi au jeudi, on revient sur un sujet sans filtre et sans langue de bois. Le Récap, c'est l'une de nos 4 nouvelles quotidiennes que j'ai le plaisir de vous présenter. N'oubliez pas de vous abonner à nos 2 chaînes YouTube, Le Média TV et Le Média 24/7, pour être sûr de ne rien rater. Le Récap épisode 24, c'est parti. Changement de braquet pour Macron sur Gaza. Il a fait une annonce historique hier dans l'avion qu'il ramenait de sa visite express en Égypte. Pour l'instant, c'est surtout une annonce historique à l'état embryonnaire. Mais bon, si la Macronie nous a bien appris quelque chose, c'est à nous contenter de peu. En juin, peut-être, si tout se passe bien, que personne ne crie trop fort et que les étoiles s'alignent, la France pourrait reconnaître l'État palestinien. C'est en tout cas ce qu'a confié Emmanuel Macron à l'émission C'est à vous hier. Alors oui, il a ajouté beaucoup de conditionnels et de filets de sécurité à sa grande annonce. Cependant, cette déclaration acte un changement de ligne important pour le président Macron sur le dossier Gaza. Rien de très radical non plus. Plusieurs pays européens ont déjà reconnu l'État de Palestine, 9 en tout, notamment l'Espagne, la Norvège et l'Irlande depuis mai dernier. Dans le monde, cela représente 147 des 193 pays de l'ONU. Une large majorité donc. Le problème, c'est que les pays qui ne l'ont pas fait sont aussi les pays les plus puissants, à savoir la quasi-totalité des pays occidentaux, l'Europe de l'Ouest, l'Amérique du Nord, l'Australie, le Japon et la Corée du Sud. Sur le papier, cette reconnaissance est plutôt symbolique en tant que telle, mais elle pourrait bien avoir des conséquences très concrètes pour le peuple palestinien et la stabilité de la région en mettant une pression politique sur Israël. Reconnaître cet État, c'est refuser que les Palestiniens soient effacés du paysage et choisir la voie du politique plutôt que celle des bombes pour façonner l'avenir du Proche-Orient. Depuis son déplacement en Égypte, où la situation de Gaza a occupé une place centrale, Emmanuel Macron semble enfin ouvrir les yeux sur la situation désespérée de l'enclave, notamment en matière d'aide humanitaire. Je veux croire à la paix, je pense qu'elle est indispensable et aujourd'hui on a une intensité de cette guerre qui est terrible. Depuis le 2 mars, il n'y a plus rien qui passe, plus d'eau, plus de nourriture, plus de médicaments, plus aucun blessé qui sort. La seule réponse pour tout cela, c'est une solution politique, c'est-à-dire reconnaître chacun dans ses droits, l'existence de chacun et aussi les solutions de sécurité pour lutter contre les terroristes, mais permettre à chaque peuple de vivre en paix. On a tous été profondément marqués par les images qui nous arrivaient de Gaza, les corps démembrés, les enfants mutilés, les familles éplorées. Mais il semblerait que Macron soit passé au travers. On dirait presque qu'il découvre l'horreur. Séquence réalisée sans trucage. Ma présence à Al-Arish aujourd'hui, c'est on n'a pas le droit d'oublier Gaza. Il y a aujourd'hui en tout cas une génération à Gaza qui a vécu le pire. Et j'ai vu, c'était bouleversant, des enfants, des adultes. Certains avaient des regards qui portaient l'au-delà de la douleur. C'est-à-dire quand au fond, vous êtes allé au-delà même de l'humanité, quand vous voulez survivre. Il y avait une jeune femme qui avait été blessée à la colonne vertébrale, qui a été restée dans les décombres de septembre à mars. Son regard n'était pas un regard de douleur. Elle avait perdu tous ses frères et sœurs, tous. Devant sa belle-mère qui était là et qui avait perdu 5 enfants, petits-enfants. Son regard n'avait plus de douleur. C'était même pas de la rage. Elle voulait revenir sur sa terre. Et donc, quand on arrive à ce degré-là, l'immense responsabilité que prennent ceux qui font cela, c'est de construire des générations qui auront grandi dans le ressentiment. Si la diplomatie française a toujours plaidé pour une solution à 2 États, position que rejette le gouvernement israélien, la question de la reconnaissance de l'État palestinien a longtemps été repoussée. En mai dernier, le ministre des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, avait déclaré que les conditions n'étaient pas réunies pour que cette décision ait un impact réel. Emmanuel Macron avait alors déclaré qu'il le ferait à un moment utile. Début février, Hala Abou Assira, l'ambassadrice de la Palestine en France, plaidait pour cette reconnaissance de l'État palestinien. Il faut assurer la protection du peuple palestinien, ce peuple qui est sous occupation, qui fait face aux crimes de guerre, aux crimes de génocide. On parle de Gaza depuis hier, mais il ne faut pas oublier ce qui se passe en Cisjordanie. Israël est en train de s'étendre son génocide en Cisjordanie. L'expulsion forcée des Palestiniens de l'ensemble du territoire palestinien occupé, c'est l'objectif de l'État d'Israël, l'objectif public. Hier, le ministre Smotrich a dit « je vais enterrer cette idée
d'un État palestinien. La Knesset a voté contre la création d'un État palestinien. La communauté internationale doit assurer la protection du peuple palestinien, mais elle doit utiliser aussi les mécanismes et les outils juridiques et pacifiques offerts par le droit international. Imposer des sanctions contre Israël selon l'avis consultatif de la Cour de justice internationale, et il faut qu'elle œuvre concrètement par la reconnaissance de l'État de Palestine. Les États qui ne l'ont pas fait sont dans la France. À leur tête, la France, qui doit reconnaître dans les médias l'État de Palestine pour protéger cette solution qui reste la seule solution pour il faut qu'il y ait un horizon politique. La stabilité et la paix dans la région. Le changement de contexte politique international semble pousser Macron à l'action. Depuis le retour de Donald Trump, Netanyahou s'est trouvé un allié de poids qui s'oppose, comme lui, à la solution des deux États et l'encourage dans sa folie meurtrière et colonisatrice. On se souvient de sa promesse de transformer Gaza en enfer, mais aussi des projets immobiliers indécents du président milliardaire envisageant de transformer Gaza en Riviera du Moyen-Orient après l'annexion du territoire par les États-Unis. Une proposition sur laquelle Emmanuel Macron est d'ailleurs revenu dans son interview à France 5, répétant son opposition au déplacement forcé des Gazaouis. Il y a fort à parier que cette nouvelle alliance avec la première puissance mondiale a pesé sur la recrudescence de violence de Netanyahou, qui depuis le 18 mars a décidé de rompre de façon unilatérale le cessez-le-feu en vigueur depuis la mi-janvier. Ces opérations ont provoqué des pertes humaines considérables. Des images atroces de corps mutilés ont une fois de plus inondé les réseaux sociaux. Les plus récentes ont montré Ahmad Mansour, journaliste de l'agence Palestine Today, en train de brûler vif dans sa tente suite à une frappe israélienne. Ce déferlement d'horreur n'est pas de nature à refroidir le soutien des États-Unis. Sur Fox News, la porte-parole de la Maison-Blanche avait d'ailleurs déclaré que tous ceux qui cherchent à terroriser Israël, mais aussi les États-Unis d'Amérique, auront à en payer le prix. Ils verront l'enfer se déchaîner, comme si ce n'était pas le cas depuis 18 mois. La récente prise de position d'Emmanuel Macron en faveur de la reconnaissance de l'État de Palestine est donc un revirement diplomatique majeur. Le président français veut engager, je cite, une dynamique collective qui doit permettre aussi à tous ceux qui défendent la Palestine de reconnaître à leur tour Israël. La France tente donc de jouer l'équilibre pour ne froisser personne, tout en affirmant un désaccord stratégique avec l'État hébreu. Je fais partie des rares dirigeants qui n'ont jamais cessé de lui parler et qui ont toujours assumé des désaccords profonds. On a d'abord un désaccord là sur l'humanitaire et au fond le rapport à la vie, mais on a un désaccord stratégique. Je ne pense pas qu'il serve la sécurité des Israéliens dans la durée en faisant croire que la réponse n'est que sécuritaire. Et d'ailleurs, c'était la même histoire qu'il leur racontait il y a 15 ans et ça n'a pas été vrai, il y a eu le 7 octobre. Ceux qui pensent aujourd'hui que la réponse n'est que sécuritaire se trompent, se mentent à eux-mêmes et mentent au-delà. La réponse, elle est politique. Notre rôle, c'est d'être aux côtés de l'humanité. Il faut respecter le Premier ministre israélien, il faut respecter le peuple d'Israël, mais il faut aussi essayer de lui dire à un moment donné ce que vous faites, d'abord, n'est pas conforme au droit international. Ce que vous faites est aussi un crime, et ce n'est pas en fait vos valeurs. Et ce qui est en train d'être fait en votre nom n'est pas votre intérêt. En France, les réactions sont nombreuses. La gauche salue la direction enfin empruntée par Macron. Mathilde Panot, chef de groupe LFI à l'Assemblée, tweet « Après 2 ans de génocide à Gaza, la France envisage enfin de reconnaître l'État de Palestine ». Olivier Faure du PS la rejoint sur cette ligne et regrette même que Macron ait ignoré pendant si longtemps les souffrances des Palestiniens avant de décider à enfin leur reconnaître le droit d'avoir un État. Enfin. Il a fallu plus de 50 000 morts, de plus de 100 000 blessés, estropiés, mutilés pour que le président français retrouve les accents de notre pays qui a toujours plaidé pour une politique d'équilibre et qui a toujours plaidé pour la solution à 2 États, ce qui suppose à un moment de dire son fait effectivement à un gouvernement d'extrême droite, suprémaciste, qui en réalité a fait la démonstration depuis de longs mois de son inhumanité et depuis le 18 mars qui a rompu le cessez-le-feu avec des conséquences qui sont dramatiques, avec y compris le ciblage humanitaire et de centaines d'enfants qui ont encore payé le prix de leur vie, au prix de leur vie, cette volonté vraisemblablement jamais complètement exprimée, mais exprimée par certains quand même, de volonté de déplacement
du peuple palestinien. Du bon sens qui sautait aux yeux, sauf à ceux de Macron, visiblement. Ses alliés du MoDem évoquent une bonne idée. En revanche, aux surprises, ça coince côté du RN et de LR, qui estiment que cette reconnaissance est prématurée. Sébastien Chenu du RN se place une fois de plus en porte-parole de Netanyahou. Selon lui, le message envoyé est « Faites du terrorisme, vous aurez des droits ». Dominique de Villepin, qui fait office de boussole depuis des mois sur la question palestinienne, a nécessairement salué la direction empruntée par la France. Avec son annonce, Macron s'aligne sur la position de l'ancien ministre et diplomate dont la popularité bat des records. Il a d'ailleurs été désigné personnalité politique préférée des Français le mois dernier. Il n'y a pas à douter que cette notoriété positive laisse rêveur le président de la République qui pourrait bien s'être inspiré de son aîné. On écoute sa réaction. Selon vous, il faut reconnaître l'État palestinien tout de suite, maintenant ? Bien sûr, c'est la seule façon de transformer ce drame en politique. Sortir de la violence pour rentrer dans la responsabilité politique. Et de ce point de vue, je salue le chemin qu'offre le président de la République d'ici à la conférence du mois de juin. Je suis heureux aussi du geste qu'il fait en se rendant à proximité de Gaza et des mots qu'il emploie. Mais ça fait 18 mois que nous pouvons tous voir ce qui se passe à Gaza. Nous pouvons voir au quotidien ce drame se jouer malheureusement dans l'indifférence de trop d'États, y compris dans l'Union européenne, et de trop de responsables. Donc il faut mettre fin à tout cela. Et il faut sortir de cette escalade aujourd'hui où Israël est entraîné par un gouvernement en dépit des résistances de son peuple. Parce que l'élément qu'il ne faut pas oublier aujourd'hui, c'est que le peuple israélien manifeste tous les jours contre ce qui est en train de se passer, bien sûr pour la vie des otages, mais aussi pour sortir de cette horreur au quotidien qui se déroule à quelques kilomètres des grandes villes israéliennes. S'il apprécie la déclaration, de Villepin presse aussi Macron de passer à l'action. Il ne semble pas dupe du conditionnel employé par le président de la République, ni de l'absence d'engagement clair. Dans sa prise de parole, Emmanuel Macron renvoie en effet la décision de reconnaître l'État palestinien au mois de juin, lors de la conférence à l'ONU coprésidée par la France et l'Arabie Saoudite. Comme on pouvait s'y attendre, Israël n'a pas manqué de réagir à son tour avec la mesure qu'on lui connaît. La reconnaissance de l'État palestinien par la France serait une récompense pour le terrorisme, a déclaré le ministre israélien des Affaires étrangères. À Tel Aviv, on commence un peu à transpirer. Si la France s'y met, qui sait combien d'autres capitales européennes pourraient être tentées de suivre le mouvement. Une reconnaissance en appelant une autre, et voilà la Palestine qui grappillerait des points sur la scène internationale. Inenvisageable pour Israël, qui refuse d'être entravé dans ses ambitions expansionniste et colonisatrice. En guise de contre-offensive diplomatique, Israël bichonne 2 fois plus ses alliés, à commencer par les États-Unis, comptant plus que jamais sur leur droit de veto au Conseil de sécurité pour limiter les retombées. Preuve en est, pendant que Macron était en déplacement en Égypte, Netanyahou était lui à Washington, 2 mois après leur première entrevue avec Donald Trump. Le Premier ministre israélien, sous le coup d'un mandat d'arrêt international pour des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité commis à Gaza, aurait par ailleurs été autorisé à survoler l'espace aérien français pour se rendre aux États-Unis. L'Association des juristes pour le respect du droit international s'en est d'ailleurs alarmée dans une lettre ouverte adressée à Emmanuel Macron le 7 avril. Elle rappelle que la France est soumise à l'obligation de coopérer pleinement avec la Cour pénale internationale. Les autorités françaises sont donc tenues d'arrêter toute personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt, y compris par voie aérienne, au risque d'affaiblir l'intégrité du statut de Rome et l'autorité de la Cour internationale de justice. Ce qu'elles n'ont pas fait. Et ce, pour la seconde fois. En février 2025 déjà, lors de son précédent déplacement vers les États-Unis, Benyamin Netanyahou avait survolé l'espace aérien français sans encombre. Son vol avait d'ailleurs été soigneusement planifié pour éviter les espaces aériens de pays susceptibles d'appliquer le mandat d'arrêt de la CPI, notamment l'Irlande, l'Islande et les Pays-Bas. Le trajet avait été allongé d'environ 400 km pour éviter ces pays. Benyamin Netanyahou est donc conscient des passe-droits dont il bénéficie en France, sûrement en raison du soutien inconditionnel maintes fois répété par la Macronie. Emmanuel Macron a d'ailleurs soudainement changé de ton, allant jusqu'à affirmer à la presse pendant son voyage en Égypte qu'il n'avait jamais employé cette expression. Ces nouvelles positions ont d'ailleurs mis la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, dans l'embarras. La macroniste, comme bon nombre de ses collègues, n'a jamais manqué de réitérer son soutien inconditionnel à Israël, que ce soit au perchoir ou au micro de nombreux médias. Israël est un pays ami, à qui je veux réaffirmer, au nom de la représentation nationale, notre totale solidarité et notre soutien inconditionnel.
Plus très alignée avec le chef, elle a dû s'empresser de rétropédaler. Elle a déclaré avoir eu tort de choisir ce mot et s'est empêtrée dans une explication très nébuleuse. On l'écoute sur France Inter. Le mot a été effectivement mal choisi parce que, de toute évidence, il a été mal compris, donc forcément mal choisi, et c'est de ma responsabilité puisque mon expression n'a pas été comprise. J'ai été, comme tous les Français, choquée par ce qui s'est passé lors des attentats du 7 octobre. Et j'ai réaffirmé à l'Assemblée nationale le soutien qui était celui de la France à un pays meurtri par le terrorisme, et ce soutien qui n'avait pas de conditions. C'est pas on devait soutenir Israël sans dire oui, mais ils sont en fait responsables de leur propre malheur, et c'est ce qu'on entendait chez certains hommes et femmes politiques. Après, je n'aurais pas choisi ce mot. Un an et demi après, je vois bien que j'ai eu tort de choisir ce mot parce qu'il ne reflétait pas ma pensée, et il a été compris de telle sorte que ça ne correspond pas à ce que je voulais dire. Donc voilà. Si désormais le parti gouvernemental semble ergoter sur les mots, les faits sont encore plus tenaces. Rappelons-en quelques-uns ici. Le gouvernement a largement criminalisé les soutiens à la cause palestinienne en France. Les manifestations de soutien à la Palestine ont d'ailleurs été interdites après le 7 octobre, alors même que les massacres étaient déjà intenses. Des collectifs ont été ciblés par la justice, comme Palestine vaincra. Les voix pro-palestiniennes ont été poursuivies à tour de bras pour apologie du terrorisme. Des hommages ont été plusieurs fois organisés en mémoire des victimes franco-israéliennes, quand les victimes franco-palestiniennes ont toujours été invisibilisées. La France a aussi refusé de soutenir les accusations de génocide contre le peuple palestinien à Gaza, portées par l'Afrique du Sud contre Israël devant la Cour internationale de justice, estimant qu'accuser l'État juif de génocide, c'est franchir un seuil moral et qu'on ne peut exploiter la notion de génocide à des fins politiques. Je cite là le ministre des Affaires étrangères de l'époque. Et surtout, la France n'a jamais décidé de sanctions contre Israël, allant jusqu'à proposer de créer une coalition internationale contre le Hamas, qui supposait donc d'aller bombarder Gaza. Profitant du business de guerre, notre État a aussi continué à vendre du matériel de guerre à Israël, qu'elle utilise massivement contre les populations civiles à Gaza. C'est ce qu'on peut appeler un soutien inconditionnel, alors même que le bilan humain a dépassé les 50 000 morts dans l'enclave et qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'Israël a commis plusieurs actes de génocide, selon les mots d'une experte indépendante des Nations Unies, qui évoque aussi un nettoyage ethnique. Changement de discours, peut-être, mais ne soyons pas dupes, les belles promesses de Macron restent suspendues à des intérêts politiques et à des jeux de pouvoir. En juin, on saura peut-être si la France ose aller au-delà des déclarations et prendre une décision qui pourrait marquer un véritable tournant pour le peuple palestinien. Dans le reste de l'actualité, nous en parlions hier dans le Journal des Luttes, à retrouver sur notre chaîne YouTube Le Média 24/7. Anthony, militant Sudrail, a été convoqué ce matin par la direction de la SNCF pour avoir dénoncé un cas de harcèlement sexuel. Peu avant l'audition, des soutiens se sont rassemblés à la gare du Nord avant de rejoindre les locaux de la ligne H, non loin de là. André Manivit a suivi la mobilisation. Cette histoire a beaucoup de résonance pour moi parce qu'il y a un an, j'ai été dans sa situation et l'entreprise est allée jusqu'à le conseil de discipline pour tenter de me licencier, moi et la victime, après avoir dénoncé des violences sexuelles. Ils ont mené une enquête à charge à l'envers et de fait de mon appartenance syndicale et de mon implication syndicale, tout comme Anto, ils essayent de nous sanctionner pour nous faire taire. En s'attaquant des délégués qui osent pointer du doigt ces problèmes, comment voulez-vous, après que les agressés, notamment les femmes, disent ce qu'elles ont à dire? Elles ont peur, et ce qui est normal. Il y a beaucoup de femmes, on a la connaissance de beaucoup de dossiers de femmes qui se plaignent, mais qui ne veulent pas le sortir parce qu'elles ont peur d'être virées, elles ont peur d'être montrées du doigt, en disant de toute façon, ils arrivent même à avoir des délégués Sudrail, donc on va se taire. Dire la vérité, c'est justement ce qui déplaît à la SNCF. C'est pour ça que je suis ici, les copains. C'est pour ça qu'on me traduit. C'est pour ça, parce que je suis gênant. Donc, on compte que sur nos forces, car on est sûr d'avoir des résultats concrets. J'ai pas attendu que l'entreprise fasse le nécessaire. La preuve en est, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui,
Il n'y a rien qui a été fait encore. Grève aujourd'hui, on est contre cette situation, on est contre la répression. Et justement, la SNCF fait voir qu'elle fait ce qu'il faut pour défendre un petit peu ses salariés quand il y a des situations comme ça. Et le truc, c'est que dès qu'on amène une situation concrète, elle regarde ses chaussures, elle regarde là-haut, elle assume absolument pas. Et c'est quand même un problème dans le sens où en plus c'est un phénomène qui devient de plus en plus en vogue, que ce soit dans le monde du travail mais aussi dans la vie de tous les jours auprès de célébrités ou autres. Fort heureusement, c'est qu'il y a des associations et des gens qui se battent comme moi pour justement faire éclater un petit peu ce plafond de verre. J'ai une direction qui est un peu revancharde. Je sais très bien qu'ils ne supportent pas en fait que j'ai fait leur boulot mieux qu'eux. Et je pense qu'ils vont aller jusqu'au bout. Moi, j'aimerais quand même qu'ils se posent une réelle question sur pourquoi on en est arrivé là. Parce que le fond du problème, c'est le début de cette affaire, c'est le harcèlement sexuel. Et j'espère vraiment que mon histoire elle va pouvoir permettre que ce genre de situation vraiment soit gérée vraiment totalement différemment. Parce que les victimes, elles ne sont pas écoutées. Et puis là, ce qu'on essaye de faire, c'est retourner un peu le sablier avec le défenseur qui devient presque un harceleur. Il n'y a pas de différence entre les femmes, entre les hommes, peu importe d'où on vient, peu importe son orientation sexuelle, on est tous des travailleurs, on doit tous se défendre face au patron. Allez, on y va! On est là! Allez, il faut lancer! Je pense que le vrai problème de la SNCF, c'est que notre comité d'éthique, il est interne à l'entreprise. Donc le problème qu'on rencontre sur la ligne H, il peut tout à fait se produire à n'importe quel endroit en France. On a un comité d'éthique, c'est comme si il est juge et parti pour la SNCF puisqu'il est interne à l'entreprise. Donc les personnes qui sont victimes, elles n'ont pas la possibilité de signaler leur harcèlement d'une autre manière qu'en passant par leur hiérarchique. Donc souvent les affaires, elles sont rangées dans des tiroirs et elles sont complètement oubliées. Et ces personnes-là, elles sont sanctionnées sur des sanctions qui ne sont pas de petites sanctions quand même. Parce que là, pour la ligne H, l'intérimaire qui a été victime de son collègue qui a eu une attitude complètement inacceptable vis-à-vis d'elle, et ben ce collègue-là, il est en arrêt de travail et personne ne lui demande des comptes. Et cet intérimaire, on ne lui a pas renouvelé son contrat au motif qu'elle s'était plaint justement de ce type de harcèlement. Ce que je constate, c'est que ça concerne quand même plutôt les jeunes femmes qui n'ont pas beaucoup d'expérience dans l'entreprise et voilà, qui sont prises pour cible par des hommes qui, eux, ont peut-être de l'expérience dans l'entreprise, une certaine assurance et qui profitent de ça en fait, pour mettre une pression complètement nauséabonde sur les jeunes femmes. On poursuit avec le reste de l'actualité racontée et mise en image par Lydia Ménez. On commence avec les droits de douane. Le feuilleton entre Donald Trump et la Chine continue. Coup de théâtre hier soir. Alors que les droits de douane réciproques venaient d'entrer en vigueur, Donald Trump a annoncé leur suspension pour 90 jours, laissant tout de même un taux minimum uniforme de 10%. En revanche, il a encore monté d'un cran contre la Chine, poussant le curseur à 125% sur les importations chinoises. Pékin, de son côté, a répliqué en annonçant des droits de douane de 84% contre les produits américains. Le conflit commercial auquel se livrent les États-Unis et la Chine pourrait réduire de 80% le commerce de marchandises entre les deux premières économies du globe et effacer près de 7% du PIB mondial sur le long terme, a mis en garde mercredi la directrice générale de l'OMC. De son côté, l'Union européenne va suspendre sa riposte pour 90 jours afin de donner une chance aux négociations, annonce la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen. Si les négociations ne sont pas satisfaisantes, nos contre-mesures entreront en vigueur, a-t-elle prévenu dans un message sur le réseau X. Et on termine avec le texte sur la fin de vie qui arrive à l'Assemblée nationale. 10 mois après avoir vu son examen interrompu par la dissolution de l'Assemblée nationale, le texte sur la fin de vie y fait son retour, scindé en 2 propositions de loi, l'une portant sur les soins palliatifs et l'autre sur l'aide à mourir. François Bayrou a souhaité cette scission afin de permettre à tous de pouvoir voter sur chacun de ces textes différemment. La proposition de loi sur les soins palliatifs, portée par Annie Vidal et globalement consensuelle, devrait être adoptée sans difficulté. Les controverses se concentreront probablement sur la seconde, déposée par Olivier Falorni. Elle légalise le suicide assisté et dans certains cas l'euthanasie avec de strictes conditions et sans employer ces termes. Ce texte est un texte équilibré et solide.
Ce texte est un texte solide car équilibré. Ce texte est solide et équilibré car il répond à la fois aux aspirations de la société et il répond aussi aux recommandations de nombreuses institutions. Engagé de longue date pour une fin de vie libre et choisie, il met en garde les parlementaires qui se livreraient au petit jeu de l'obstruction pour empêcher son texte d'aboutir, comme ce fut le cas en 2021 lors de l'examen d'une proposition de loi sur le sujet dont il était déjà le premier signataire. Merci d'avoir regardé cette nouvelle édition du Récap. N'hésitez pas à nous laisser vos impressions en commentaire si vous nous regardez sur YouTube ou via email si vous nous regardez à la télé. Continuez à nous soutenir et abonnez-vous à partir de 5 € par mois ou devenez même sociétaire de notre coopérative. Rejoignez-nous dès maintenant sur soutenez.lemediatv.fr. Abonnez-vous aussi à nos 2 chaînes YouTube, le Média TV et le Média 24/7, pour ne rien rater de nos nouveaux programmes. Très bonne soirée sur le Média.